Vous le savez, comme hier, on va faire de vous des explorateurs du cerveau, on va essayer de décrypter ensemble, sous tous les angles, ce que font nos neurones, ce que font nos synapses, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'on ressent de l'intuition, comment est-ce qu'on prend conscience aussi d'avoir ce cerveau et cette intelligence, hypnose, mémoire et neurosciences. On va vous parler de tout. Je vous rappelle que ce forum, c'est aussi le vôtre, que vous aurez donc la possibilité de poser vos questions à la fin de chaque session à nos intervenants, à nos experts, à nos invités. Et puis, vous pouvez également suivre un live tweet qui vous est proposé sur le compte @neuroplanète et puis réagir, poser aussi des questions avec le hashtag Neuroplanète. Ça, c'est dit. Étienne Gernel, vous êtes directeur du Point. Hier, on a assisté à des conférences absolument incroyables. Hier, c'était génial. Moi, j'ai appris plein de choses. Donc, je suis déjà un petit peu plus intelligent qu'hier. Alors, il y a des gens qui vont dire c'est toujours pas très haut, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de progresser. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être encore mieux. Donc, bienvenue à tous. Et puis, je crois qu'on va commencer directement. C'est Absolument. Jérôme, hein ? Tout à fait. On va commencer directement avec, puisqu'hier, en fait, on a appris notamment comment se former, comment on pouvait acquérir les sens les uns après les autres, comment est-ce que notre cerveau réussissait justement à acquérir le langage, à acquérir l'odorat, le toucher, le goût. Eh bien, ce matin, on va démarrer en brouillant les pistes, puisque certains d'entre nous voient la musique, ils entendent les couleurs ou ils goûtent les matières. Si ça vous arrive, pas de panique, c'est juste que vous êtes synesthète, à l'instar de Vincent Mignereau. Jérôme Begley va justement nous aider à comprendre pourquoi le monde ne se limite pas qu'à une seule façon de penser. Bonjour Vincent Mignereau. Bonjour à tous. Vous avez donc 37 ans, vous êtes lyonnais, vous êtes chercheur indépendant et auteur, et vous êtes, aux yeux de la médecine, considéré comme synesthète, c'est-à-dire atteint de synesthésie. Et là, vous allez nous expliquer ce que ces mots savants veulent dire. Alors, avant d'expliquer la synesthésie, je vais peut-être révoquer le mot atteinte. Voilà, si vous me permettez. L'atteinte est plutôt, la synesthésie est plutôt une condition neurologique que vivent un petit pourcentage de la population, autour de 4 à 5%, de façon assez transparente et qui n'impacte pas vraiment leur quotidien. Simplement, ces personnes-là voient leurs sens travailler ensemble, et ça à un niveau conscient. Donc quand vous disiez voir la musique, ça veut dire que certaines personnes, lorsqu'elles entendent un son, ce son va se matérialiser en quelque sorte en forme et couleur dans leur esprit, voire parfois à l'extérieur de leur esprit, et prendre forme en quelque sorte dans leur environnement. Alors concrètement, là, à l'instant où on parle, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous sentez que nous autres, que moi par exemple, je ne verrais pas ou ne sentirais pas? Alors c'est extrêmement difficile à décrire, c'est comme pour vous si vous deviez décrire un son dans sa profondeur et sa richesse, ça prendrait beaucoup de temps et beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire. Mais là j'ai deux manifestations, c'est votre voix que j'entends directement parce que je suis à côté, donc il y a une toute petite forme qui est par là si vous voulez, et une voix beaucoup plus massive et volumineuse qui est celle qui sort des amplis, des enceintes là-haut. Et cela accompagne ma perception du réel mais ne la perturbe pas. C'est-à-dire que mon cerveau fait parfaitement la différence entre les deux représentations du réel. Et étant donné que la synesthésie est parfaitement isomorphe et toujours, elle porte le même sens que le son, je vous comprends parfaitement. Tant mieux. Vous avez tout à l'instant dit que ça n'était pas une maladie. Donc c'est quoi? C'est une particularité? C'est une condition neurologique? C'est un mélange d'essences? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Et si ça n'est pas une maladie, donc ça ne se soigne pas, et il n'y a pas de condition de rémission, si j'ose dire, ou de guérison? Alors ça ne se soigne pas pour la bonne raison déjà, c'est que les personnes qui portent la synesthésie ne sont pas demandeurs qu'on leur enlève. C'est la première raison, donc il n'y a pas eu d'exploration scientifique pour enlever ça, parce que la demande n'est pas là. C'est extrêmement rare que la synesthésie soit perturbatrice, et lorsqu'elle l'est, c'est qu'elle accompagne des profils pathologiques, mais pour une autre cause que la synesthésie. La synesthésie n'est pas la cause d'une pathologie, ça a été montré. Voilà, donc ce que la science aujourd'hui ne sait pas vraiment expliquer pourquoi, après l'enfance, on conserve des fonctionnements perceptifs qui sont liés plutôt à la prime enfance. C'est quelque chose qu'on construit lors des apprentissages premiers, les associations entre les sons et les images, par exemple, et les formes et les couleurs. C'est quelque chose qui est potentiellement un peu hérité d'une phylogénèse, excusez-moi, j'utilise un mot un peu compliqué, donc de notre filiation animale. On a des points communs avec les animaux, apparemment, sur la synesthésie. Et puis on construit aussi ça au début de l'enfance. La question est de savoir pourquoi, chez certaines personnes, ça persiste à la conscience après la petite enfance. Et ça, il y a des études qui l'ont montré, qui l'ont exploré?
Très peu. Alors, on peut parler de l'histoire de l'étude de la synesthésie. Elle a été explorée sur le plan clinique assez intensément à la fin du 19e. Mais c'était simplement des questionnements et des recueils de témoignages. Mais beaucoup de choses très pertinentes ont été dites sur la synesthésie, notamment sur le fait qu'elle n'était pas pathologique. Ça, c'est Théodore Flournoy qui l'a très vite détecté. Et puis, au cours du XXe siècle, l'étude est tombée un peu en désuétude parce qu'on n'avait pas vraiment les moyens d'explorer le cerveau jusqu'à la fin du XXe. Il y a même eu une espèce de rejet de la synesthésie qui a souvent été qualifié de phénomène paranormal, voilà, de délire interprété, enfin de délire en tout cas, alors que depuis qu'on réétudie ça avec des protocoles expérimentaux plus poussés, des IRM, etc., tout est discuté bien sûr dans les découvertes qui sont faites, mais on sait qu'on peut objectiver ça et que c'est vraiment un fonctionnement normal du cerveau. Vous, à quel moment, à quel âge vous avez été, vous avez compris que vous étiez synesthète? Après la vingtaine, moi j'ai fait des études de psycho, donc je suis tombé de façon assez fortuite sur un texte qui en parlait. Et j'ai pas découvert ma synesthésie, mais j'ai découvert que les autres ne l'avaient pas. Donc c'est moi qui suis anormal. C'est pas... La découverte m'a laissé assez perplexe parce que, si vous voulez, quand j'explique que j'ai de la synesthésie, je comprends bien que ce soit difficile à comprendre pour celui qui ne l'a pas. Mais il faut comprendre que pour moi, c'est extrêmement difficile d'imaginer une vie intérieure où la musique n'a pas de forme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Alors, donc vous avez 20 ans, vous lisez un certain nombre de documents sur le sujet et vous dites, tiens, c'est moi. C'est moi, c'est une partie de moi parce que la synesthésie, voilà, on a parlé des sens hier, j'étais pas là, je regrette beaucoup, j'aurais voulu assister à cette présentation. On n'a pas 5 sens, on en a 10, 12, je pense que ça a été évoqué. Et la synesthésie n'impacte pas que les perceptions en termes de sensations, en termes de sens, mais elle impacte aussi tout ce qu'on construit, les niveaux de langage, les concepts, le langage musical, etc. Donc on peut avoir des synesthésies qui ne sont pas liées au sens. Je pense par exemple au fait de voir les lettres en couleur ou les chiffres en couleur. Une de mes synesthésies, c'est d'avoir des pensées qui sont normalement abstraites et sans représentation, qui se manifestent en forme et en couleur, voire en architecture complexe. C'est-à-dire que quand je lis un texte de philosophie un peu complexe, mes pensées se montrent en quelque sorte. Donc ça, c'est une synesthésie qui fait partie des 60 ou 100 synesthésies possibles, telles qu'elles sont. Est-ce qu'avec le temps, on arrive à passer outre cela ou à être moins impacté, moins affecté par cela? Est-ce qu'à 37 ans, vous l'êtes moins qu'à 20? Mais ça ne m'a jamais impacté. Oui, voilà. Est-ce que cette particularité diminue avec le temps? Alors ça dépend, c'est très variable. Il y a des personnes chez qui c'est très stable tout au long de la vie. Moi, j'ai eu effectivement une espèce d'estompage après la fin de l'adolescence. Les synesthésies sont toujours là, mais elles sont moins puissantes en termes émotionnels. Parce que parmi les modélisations de la synesthésie, il y en a certaines qui se questionnent sur l'ancrage émotionnel qui viendrait lui générer la correspondance entre les sens. Si vous voulez, j'entends un son, je vois une image, c'est pas forcément la correspondance entre le son en termes d'ondes acoustiques et l'image qui se ferait, mais plutôt l'élan émotionnel qui est porté par les deux. Ce serait ça qui viendrait jouer la synesthésie. Mais c'est fatigant comme perception ou comme condition neurologique. Est-ce qu'à la fin de la journée, dans certaines circonstances, qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, des lumières diffuses, est-ce que ça vous fatigue pas plus que tout à chacun? Ça, c'est un témoignage qui revient souvent. Effectivement, les synesthètes sont plus fatigués que la moyenne de la population. Ouais. Vous y compris? Moi, oui. D'accord. Alors, est-ce que la synesthésie engendre des avantages? C'est une vraie question et qui vient, là encore, questionner, qui vient se placer à l'endroit de l'intuition. La synesthésie, c'est quelque chose qui touche 4 à 5% de la population, mais qu'on retrouve plus fréquemment, statistiquement, chez les artistes et chez les créateurs en général. Alors d'ailleurs, on disait que Nabokov, Duke Ellington, Hélène Grimaud, Kandinsky auraient été ou seraient synesthètes. C'est difficile de parler pour ceux qu'on n'a pas pu diagnostiquer de leur vivant, et puis même pour ceux qui sont vivants encore, on reste au niveau du témoignage le plus souvent, mais oui, il y a très fréquemment, lorsqu'une personne est créatrice, une expression d'un mouvement très sensorimoteur, très premier, très incarné, et qui vient se montrer sous la forme de la création artistique. Je pense à Hélène Grimaud qui, certainement, lorsqu'elle joue, a une autre dimension de son jeu qui se montre à elle et qui vient potentiellement l'aider. Voilà, c'est ça la question, de savoir dans quelle mesure le cerveau préstructure en quelque sorte le langage musical
pour le montrer sous une autre forme. Et la question est de savoir dans quelle mesure ça aide l'artiste. Vous-même, vous avez développé une fibre artistique particulière? Artistique, non, même si j'ai des travaux aujourd'hui qui sont à la croisée des arts et des sciences, on pourra en parler, mais je suis un chercheur et un auteur, j'écris plutôt des textes de philosophie, et oui, il semblerait que mes pensées abstraites se jouent dans un univers très sensorimoteur, très architecturé, et que ce qui se montre à moi, en quelque sorte, vient montrer les éventuelles lacunes, les déséquilibres argumentaires. Lorsqu'une proposition est fausse, je la pense fausse, mais elle se montre fausse aussi. D'accord. À propos de votre travail artistique, on en dit un petit mot maintenant. Vous participez à vous avez travaillé sur ce qu'on appelle des paysages sonores. Donc, c'est établir un peu des relations entre ces différents sens. Ça se concrétise comment, dites-moi? Alors, l'expérience de la synesthésie est très subjective et très difficile à partager, et moi, ça me frustre beaucoup. Donc j'essaye de développer des ateliers de médiation autour d'interfaces numériques qui permettent de jouer les correspondances entre les images et les sons et de faire en sorte que tout un chacun puisse expérimenter ce que ça veut dire que d'avoir des liens directs et solides entre les sons et les images. Donc c'est à la fois un travail de médiation pour rendre accessible, mais j'ai aussi une quête artistique. Alors moi je ne me revendique pas artiste, mais j'essaye d'explorer en quoi je peux transmettre ce qui est pour moi extrêmement beau. Parce qu'il faut s'imaginer que l'objet synesthésique est un objet qui n'est pas du tout limité par la sphère consciente. Quand on pense, on analyse, quand on parle, on circonscrit des objets, on délimite. La perception synesthésique, elle fonctionne exactement à l'inverse. Elle fonctionne dans le lien extérieur aux objets, puisqu'elle fait du lien entre des choses qui ne sont pas connectées naturellement. Et la pensée et l'art synesthésique sont du même ordre, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans des univers extrêmement étendus, sans horizon, sans limite. Et c'est ça que j'aimerais partager. Quand on regarde la plupart des tableaux de Kandinsky, c'est vrai qu'il a des formes qui intègrent des couleurs ou des couleurs qui se transforment en formes. Donc ça pourrait être peut-être un indice d'une synesthésie. C'est un indice, c'est discuté à propos de Kandinsky, mais bon voilà, il était peut-être synesthète. Ça revient très souvent chez les créateurs synesthètes, le fait de dire qu'un objet synesthésique n'existe pas par lui-même, mais par les connexions qu'il fait à l'extérieur de lui-même. Wittgenstein disait ça, Wittgenstein, philosophe, il était très perplexe lorsqu'il expliquait autour de lui que ces objets de pensée n'existaient pas individuellement les uns les autres, mais qu'ils étaient toujours interconnectés. Et quand les gens ne comprenaient pas ça, ils répondaient « mais vous avez une cécité de l'objet ». C'est drôle. Est-ce que cette particularité, puisque vous voulez qu'on appelle particularité, je vous rends absolument donne quitus là-dessus, peut engendrer ensuite une maladie, ou est-ce que ça offre un terrain favorable à une dégénérescence de quelque chose? À ma connaissance, non. À la connaissance de la science, non. Donc tout va bien? A priori, oui. Est-ce que, entre synesthètes, vous liez connaissance, vous voyez pour échanger des expériences, vous donner des conseils de vie pratique Alors, c'est quelque chose... un club. Mais c'est une vraie question. J'ai essayé de faire une association il y a quelques années. Les synesthètes sont difficiles à fédérer. Alors, l'intention n'était pas de les fédérer, mais c'est quelque chose qui est tellement idiosyncrasique. Alors, idiosyncrasique, ça veut dire que l'expérience des correspondances appartient au synesthète et n'est pas partageable, c'est-à-dire que le code du synesthète correspond très rarement à celui d'un autre. Moi, la lettre A est jaune, il est très peu probable que je rencontre un synesthète qui pourtant a de très fortes synesthésies, dont la lettre A sera jaune. Statistiquement, il y a des points communs, mais globalement, c'est difficilement partageable. Alors oui, on se rencontre, moi j'en connais beaucoup, de plus en plus, parce que voilà, mon travail est visible maintenant. Mais il n'y a pas d'élan à fédérer quelque chose. Voilà, je me pose la question. Est-ce qu'un non-synesthète peut vivre des expériences de synesthésie, les susciter de façon médicamenteuse ou par des expériences, je ne sais pas lesquelles d'ailleurs? Alors il y a toute une liste de situations lors desquelles un non-synesthète peut avoir des synesthésies. Un choc émotionnel fort. On m'a appelé un jour, quelqu'un m'a appelé en me disant je vois les lettres en couleur, ça m'était jamais arrivé, et j'ai eu un choc émotionnel très fort et ça m'est arrivé du jour au lendemain. Voilà, ça c'est une possibilité. Un traumatisme crânien. Définitivement, ou c'était une parenthèse? Alors j'ai pas été en contact depuis avec, je ne sais pas si ça a été persistant. On sait que l'hypnose peut générer des synesthésies, d'ailleurs plus ou moins persistantes. Ça, c'est quelque chose qui est peu étudié, mais qui se questionne. Alors, les substances psychotropes, pas toutes, mais certaines sont
connu pour faire ça spécifiquement. LSD? Le LSD, on sait que les Indiens utilisaient le peyote là, spécifiquement pour voir la musique, sans parler de synesthésie, mais c'était une expérience qui était recherchée dans des moments de transe, etc. L'ayahuasca aussi est connu pour ça. Et puis, bon, il y a d'autres moments de la vie. En fait, tous les moments où l'esprit déconnecte un peu, enfin, où la vigilance se laisse aller. Je pense aux périodes de sommeil hypnagogique, enfin, de demi-sommeil, si vous voulez, où l'esprit divague. Là, tout un chacun peut avoir des synesthésies. Les plaisirs sexuels aussi sont connus pour générer des synesthésies. Est-ce que par une IRM ou par un examen un peu approfondi du cerveau, on peut diagnostiquer ou trouver une synesthésie? Les observations sont plutôt claires, même si elles sont toujours discutées parce que la recherche est récente. On ne sait pas encore quelle est la structure ou les structures ou la façon qu'a le cerveau d'être structuré différemment qui fait qu'il y a synesthésie ou pas. On observe ça notamment, alors en dehors des IRM, on observe ça grâce à des tests de rapidité de réponse. Par exemple, si on vous écrit le mot jaune en rouge et que pour vous il est vert, ça va être compliqué. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc le temps de réponse pour lire le mot dans ces circonstances-là, ou pour dire le mot de la couleur, enfin voilà. Ça, c'est des tests qu'on peut trouver en ligne, par exemple, ou dans des journaux? Il y a un test en ligne qui a été diffusé par Citovic et Eagleman, qui sont et qui permet, pour plusieurs synesthésies, mais pas toutes, d'avoir une réponse statistique par rapport. On peut faire le test, il dure à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, chacun peut le faire. Vous l'avez fait? Je l'ai fait, oui. J'ai été surpris parce que j'ai eu une bonne réponse. J'ai plutôt des statistiques bonnes sur les correspondances timbre-couleur, alors que je suis très mauvais pour reconnaître les notes. Voilà. Et donc, vous avez subi une IRM qui a diagnostiqué ou reconnu une synesthésie, ou vous êtes parti de ces cas où on ne l'a pas trouvé Pour l'instant, on n'a pas cherché spécifiquement ça chez moi. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas voulu qu'on farfouille dans votre cerveau, si je veux dire, pour ça? Ça se fera peut-être un jour. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 4 à 5% de la population qui était potentiellement atteinte ou qui avait ce particularisme, cette particularité de synesthésie. Donc comme il y a à peu près, je sais pas, 150-200 personnes dans la salle, peut-être qu'on va trouver des cas jusqu'ici non prouvés de synesthésie. Donc si vous avez des questions à poser à Vincent Megnereau, on est tout oui pour les entendre et lui pour y répondre. Madame là-bas en face, madame à gauche. Attendez, un micro va venir à votre secours. Bonjour, si, il marche. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Pour moi, le A, il est bleu marine. Très bien. Et en revanche, ma maman a la même chose que moi, mais pas mes enfants. Alors, je voulais savoir s'il y avait une composante génétique. Elle est discutée. Il semblerait que oui. Voilà, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas. Elle est en cours d'exploration, cette composante. Mais dans ma famille, il y a des synesthésies aussi, moins marquées que chez moi, mais elles existent. Il a fallu qu'on en parle finalement pour les mettre au jour. On ne les a pas beaucoup listés, mais il y a la synesthésie temporelle, peut-être qui vous parle. C'est le fait d'avoir des couleurs associées à chaque jour ou à chaque mois. Voilà, oui, c'est le cas, oui. Voilà. On peut avoir des lettres qui ont des personnifications. Le V peut être une lettre très énervée, par exemple. Donc là, la synesthésie, il y a beaucoup de synesthésie parce qu'on ne parle pas que des perceptions, mais aussi de ce que construit l'esprit par-dessus la perception et par-dessus l'émotion. Voilà, donc pour la composante génétique, c'est en cours de discussion, plutôt vers la réponse oui. Et sinon, j'avais entendu à une émission de radio sur France Inter il y a des années de ça, que c'était une composante qu'on pouvait retrouver dans le syndrome d'Asperger. C'est le cas. Alors ça, par contre, ça a été vérifié. Il y a 3-4 fois plus de synesthètes chez les autistes, et en particulier chez les autistes Asperger. Ça a été montré assez récemment, oui, tout à fait. Alors, c'est fou, parce que donc, ma mère, là, je l'ai, mais j'ai 2 enfants, j'ai un fils autiste qui ne l'a pas. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre de façon définitive à la composante génétique, mais qu'il y a un spectre, il y a quelque chose. Voilà, tout à fait. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des moments de l'année où cette particularité se fait plus sentir qu'à d'autres? Des saisons ou des lieux? Non, c'est très stable. C'est très stable. Il y a des circonstances de la vie où on est plus ou moins disposé à écouter ses émotions, mais c'est très ponctuel. Voilà, il y a des variabilités locales ou ponctuelles, mais pas à l'échelle des saisons. D'accord. Une autre question, madame là-haut. Oui, bonjour. Si j'ai bien compris, nous avons tous été synesthètes. Et à quel moment on n'est plus?
Voilà, alors dans l'exploration de la question, il faut comprendre que le petit enfant naît dans un environnement complètement multimodal, c'est-à-dire que les informations qui sont captées à la naissance et ce monde intérieur-là dure pendant plusieurs mois, et les apprentissages vont petit à petit apprendre à l'enfant à discriminer les informations qui lui parviennent. Donc oui, on est tous en quelque sorte synesthètes, même si on ne peut pas forcément utiliser le même mot, puisque la synesthésie est la manifestation consciente de quelque chose, donc l'enfant n'est pas encore conscient. Donc, vous voyez, mais oui, on baignerait dans un bain multimodal au début, qui se discriminerait plus ou moins bien, et chez certains, une partie de cette multimodalité resterait à l'âge adulte. Et quant à la date, on sait par exemple que les synesthésies graphème couleur se fixent entre 6 et 11 ans, évidemment au moment de l'apprentissage de la lecture. Pourquoi ça disparaît chez certains et pourquoi ça reste chez d'autres, on ne sait pas. Est-ce que c'est utilisé au niveau de l'éducation nationale? Est-ce que ces informations sont données? Alors j'essaye. Elles sont utilisées, mais je pense involontairement, parce que dans les méthodes pédagogiques depuis plusieurs années maintenant, on utilise la multimodalité, mais sans parler de synesthésie. Voilà. Mais je pense que c'est déjà utilisé, oui. À vous entendre, on se dit que la synesthésie est un peu une porte d'entrée pour comprendre le cerveau et le fonctionnement du cerveau. Oui, moi j'ai, dans mon travail philosophique de recherche vraiment fondamentale, j'essaye de... Vous êtes chercheur en sciences humaines, pour voilà, c'est ça. clarifier les choses. Donc j'ai écrit quelques ouvrages, j'ai essayé de modéliser la synesthésie à partir des modèles bayésiens de la perception-cognition, c'est-à-dire comment notre cerveau anticipe le réel en permanence et fait du sens avec le monde. Et la question est de savoir, dans la phylogénèse, donc dans notre évolution depuis notre période animale, on va dire, qu'est-ce qui a fait que nous avons réprimé ce vécu qui est, lui, typiquement sensorimoteur et typiquement animal? Voilà, c'est ça la question. Et pourquoi la synesthésie semble effectivement avoir marqué la culture de la philosophie, des arts, des sciences, depuis toujours, parce qu'on en trouve des marques vraiment chez Pythagore, enfin chez Newton, on en trouve partout des impacts de la synesthésie. D'accord. Alors, madame là-bas et monsieur au premier rang ensuite. Bonjour, Stéphanie Roger. Donc moi, c'est les odeurs qui ont des couleurs et des textures. Super. C'est une découverte récente par l'intermédiaire de ma fille, justement. Pour répondre à votre question, madame, non, l'éducation nationale ne se préoccupe pas beaucoup de ces questions. C'est un problème tous les jours. Je voulais vous demander si ça s'accompagne, si votre synesthésie s'accompagne d'hyperesthésie. Alors, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'elle s'était estompée après l'adolescence. Je pense que pour devenir adapté au mieux à la vie d'adulte, j'ai, pas volontairement, mais mon cerveau a lutté contre l'hyperesthésie. Parce que c'est lourd, enfin c'est très puissant la synesthésie, comme vous l'imaginez, comme vous le vivez. Donc, alors, je n'ai pas d'hyperesthésie là maintenant aujourd'hui, pas depuis une vingtaine d'années, parce que ça s'est vraiment calmé, mais je garde une profonde nostalgie de cette hyperesthésie, parce que malgré tout, la puissance de ce vécu-là est extraordinaire. Alors, moi, donc il y a quelques mois, j'ai découvert ça, et justement, depuis, c'est encore plus puissant, parce que j'ai l'impression que les barrières sont un petit peu tombées. Et moi, j'ai 2 filles donc, qui sont hyper esthètes, et elles sont jeunes, c'est une difficulté, notamment à l'école. Bien sûr. De faire passer ce genre de message. Monsieur au premier rang. Puisque nous avons discuté hier soir, c'est intéressant votre expérience. Alors je voudrais, en tant que neurologue, peut-être apporter quelques hypothèses physiopathologiques. Oui. D'abord, en clinique, on rencontre ça dans 2 circonstances. Dans certaines crises d'épilepsie. C'est connu, oui. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, avec la prise de LSD, par exemple, ou de peyote, de champignons, hallucinogènes. Première observation, il existe aussi des syncynésies. Oui. Hein? Et ça, alors en neurologie, on en voit plein. C'est-à-dire quand vous faites un mouvement, il y a un autre mouvement qui se passe. Par exemple, quand quelqu'un écrit, souvent le visage se contracte ou la langue sort. On fait comme ça. C'est des syncynésies. C'est-à-dire qu'un mouvement entraîne un autre mouvement involontaire. Un mouvement volontaire. Deuxième observation, c'est que si vous avez une relation entre un langage, un chiffre ou une lettre et une couleur, par exemple, c'est que nécessairement, c'est une hypothèse, nécessairement, il y a une relation entre un centre qui voit, par exemple, un chiffre et le centre qui voit la couleur. On les connaît dans le cerveau, on connaît les endroits.
Donc je pense il devrait y avoir, et je pense que par l'IRM fonctionnel, avec des instruments très puissants, par exemple d'une 7 Tesla, on devrait pouvoir trouver, lorsque vous voyez un chiffre, la relation, l'activation de la zone qui correspond au chiffre, et en même temps de la zone qui correspond à la couleur, par exemple. Mais c'est une hypothèse, je trouve que j'espère que vous allez le faire. J'espère aussi, oui. Il y a une étude qu'il faudra, je pense, explorer, parce qu'elle est très intéressante. Elle semble montrer, tout est hypothétique, elle semble montrer que la manifestation de la couleur chez le synesthète ne serait pas localisée. C'est-à-dire qu'il y aurait une manifestation de couleur pour l'esprit, mais pas forcément dans l'expression, dans les aires visuelles. Alors, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, parce que là, mes compétences en neurologie s'arrêtent, mais on a une manifestation synesthésique et pas forcément de manifestation dans l'aire visuelle. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner, ça. Les travaux de Stanislas Dehaene par rapport à la forme de la numération sont intéressants. Et on est allé jusqu'à voir un engramme quasiment dans la structuration des neurones, de la forme de la numération. On arrive à voir vous connaissez sûrement, voilà. Les quantités sont presque lisibles dans le cortex. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour voir d'où vient la forme dans la génération de la synesthésie qu'on voit dans l'esprit. Peut-être une dernière question. Madame Justici, en fait. Madame Justici. Est-ce qu'une manifestation de la synesthésie pourrait être aussi, puisque tout à l'heure vous avez parlé d'architecture, pourrait être aussi, ayant un problème à résoudre, disons, voir le déroulé de ce problème pendant 5 secondes, comme si on l'avait écrit, résolu. Est-ce que ça pourrait être une manifestation de la... Alors, vous pointez un questionnement qui m'est à cœur, qui me tient à cœur. Je vais prendre l'exemple de Daniel Tammet, que vous connaissez sûrement, qui est un synesthète Asperger, qui est aussi un grand synesthète, un autiste Asperger, pardon, qui est aussi un grand synesthète et qui est calculateur prodige. Il a réussi, alors c'est pas le champion du monde, il a réussi à retenir 22 514 décimales du nombre pi. Et en fait, vous savez que dans le nombre pi, il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas de période, on s'y perd. Et lui, en fait, il ne se promène pas dans un paysage de chiffres, il se promène dans un paysage de couleurs. Et il rejoue, en fait, il avance vraiment mentalement dans ce paysage-là, et il dit les chiffres devant un huissier, et voilà. Et il est calculateur prodige, c'est-à-dire que quand il fait un calcul mental, mettons 4827 fois 3923, il a 2 formes qui apparaissent en lui, et il trouve le résultat instantanément. Ouais. Bien plus vite que moi, je mettrais de temps à le taper sur la calculatrice. Donc la question que vous soulevez est celle que je travaille moi, c'est-à-dire dans quelle mesure le cerveau est capable de préformer la connaissance à un niveau totalement présymbolique, totalement perceptif, pour supporter la génération de connaissances. Donc je propose même un concept pour encadrer cette intuition particulière qui donne des résultats objectivables, et je propose de parler d'euresthésie. Donc l'euresthésie, c'est l'aïsthésis, donc la racine de l'esthétique, celle qui est de la perception, que j'accole au préfixe de l'heuristique, de la connaissance, de la découverte. Donc l'euresthésie serait ces capacités particulières que certains synesthètes auraient d'obtenir des compétences ou des connaissances objectivables, comme vous semblez le témoigner. Oui, c'est-à-dire que ça m'est arrivé seulement une fois. J'avais un problème de mathématiques et bon, comme j'angoissais parce que je suis pas, voilà, j'ai pas vraiment des compétences, et j'ai vu la solution à ce problème et pendant 5 secondes et je me suis vraiment empressée de le retranscrire et je l'ai vu pendant 5 secondes. C'est exactement ces moments de créativité-là que l'euresthésie essaye d'encadrer pour les différencier des intuitions dont on ne peut rien faire. Il y a des intuitions dont on ne peut rien faire parce qu'elles ne sont pas objectivables par autrui, et les intuitions de Daniel Tammet sont objectivables. Moi, je peux vérifier son calcul à la calculatrice et le résultat sera juste. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. On m'a demandé de rendre à l'heure, il est 10h pile. Je donc vous avez un petit aperçu avec la synesthésie des infinies possibilités du cerveau. Et donc du coup,
Et Vincent Mignereau m'a vraiment demandé de dire à plusieurs reprises qu'un synesthésiste n'était pas un malade, et vous l'avez bien construit, vous l'avez bien vu aujourd'hui. C'est une particularité, une condition neurologique, un atout même. Merci infiniment Jérôme, merci infiniment Vincent. Je vais proposer au modérateur de prendre exemple sur Jérôme Béglé pour la suite de la journée.